Samedi 13 mai, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. C'était donc jour de vote ce samedi en Mauritanie. Les quelques 1,8 million d'électeurs se sont rendus aux urnes pour un triple scrutin. Premier rendez-vous du genre depuis l'arrivée de Mohamed El Ghazouani au pouvoir depuis 2019. Ce triple scrutin se veut crucial, peut-être même historique. Retour sur cette journée avec Sarah Hallel. Dès 7 heures du matin, l'électorat mauritanien a afflué vers les bureaux de vote, et ce, à travers l'ensemble des régions. D'ailleurs, pas moins de 4128 centres électoraux ont été mis à la disposition des quelques 1,8 million d'électeurs que compte le pays. Nouakchott, la capitale, n'est pas en reste. De grandes files se sont formées dans la matinée devant les bureaux de vote des quartiers populaires, notamment à Tayarat, Exar ou encore au stade olympique de la ville qui abrite à lui seul une douzaine de bureaux de vote. Les Mauritaniens se sont mobilisés ce samedi en vue de renouveler non seulement leur Assemblée nationale, mais aussi les conseils régionaux et conseils municipaux dans un triple scrutin qui se veut crucial. À un an de la prochaine élection présidentielle, ce scrutin se veut comme un test, notamment pour les deux grands partis du pays, El Insaf, parti au pouvoir, et son principal concurrent, le bloc d'opposition conduit par Tawassul. Il est à noter, cela dit, que 25 formations sont dans la course ce 13 mai. Par ailleurs, la majorité parlementaire est l'autre enjeu de ce triple scrutin, avec, pour la première fois depuis l'avènement du pluralisme en Mauritanie, la possibilité pour les moins de 35 ans de se constituer en bloc au sein de l'hémicycle. Un atout non négligeable pour le pays, où la jeunesse représente 60% de la population. La préparation de ce scrutin avait déjà été entamée en début d'année lors du dialogue entre l'opposition et le pouvoir, aboutissant à un consensus sur l'organisation des élections, favorisant en outre un climat apaisé pour la campagne elle-même. Dans un communiqué commun, la République arabe sahraouie démocratique et la République de l'Ouganda ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à tenir sa promesse et organiser un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette déclaration conjointe a clôturé la visite d'État conduite par le président de la République sahraoui et secrétaire général du Front Polisario Ibrahim Ghali en Ouganda, rappelant notamment que la MINURSO devrait être mandatée pour surveiller et faire un rapport sur la situation des droits humains et protéger les ressources naturelles contre l'exploitation illégale dans les territoires sahraouis occupés. Par ailleurs, les deux présidents ont exprimé leurs espoirs en l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en vue de la reprise du processus politique pour soutenir les deux parties afin d'organiser un référendum. De son côté, l'envoyé spécial et secrétaire général de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, poursuit ses consultations en vue d'organiser un scrutin avant la fin 2023. Il a reçu aujourd'hui une délégation du comité 6+6 au siège de la mission à Tripoli. À cette occasion, il a souligné l'importance du rôle du dit comité dans la promulgation des lois nécessaires à la tenue d'élections dans le pays. Bathily, accompagné d'équipes techniques mandatées par la mission, a échangé avec les membres du comité 6+6 présents sur les questions liées à la mise en œuvre du cadre législatif des élections. Il a également réitéré l'engagement de la MENOUL auprès du comité 6+6 afin qu'il puisse accomplir ses tâches dans les meilleurs délais. La lutte contre le terrorisme se poursuit au Burkina Faso. L'Assemblée législative de la transition a adopté hier vendredi un décret portant sur la promulgation de l'état d'urgence dans 22 provinces de 8 régions du pays pour une durée d'1 mois. Ce décret a pris effet depuis le 30 mars dernier et est arrivé à échéance. Pour rappel, le pays fait face à un important abcès sécuritaire depuis 2015. Au Soudan, la situation ne va pas en s'améliorant. 1 mois après le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, l'ambassadeur soudanais à l'ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, avertit quant au risque d'une situation humanitaire désastreuse dans le pays et promet que son gouvernement s'engage pour le respect du droit humanitaire et s'abstenir de toute attaque susceptible de causer des dommages indirects aux civils.
Pour rappel, les deux parties belligérantes au Soudan ont signé dans la nuit de jeudi à vendredi en Arabie Saoudite un accord sur l'ouverture de corridors humanitaires pour permettre l'évacuation du civil soudanais des zones de combat et l'acheminement ou autre de l'aide humanitaire. Cela dit, aucune trêve ne semble se profiler à l'horizon pour le moment. Regarding the holding. Malgré des ressources et des capacités déjà limitées, le gouvernement soudanais s'efforce de faire face à la situation humanitaire. De nombreux citoyens ont été contraints de quitter leur maison par les rebelles et en raison de dommages importants causés à de nombreuses installations publiques, de se déplacer à l'intérieur du pays ou de franchir les frontières pour se rendre à leur destination. Il y a un besoin urgent de services humanitaires. Direction Istanbul à présent, où nous allons rejoindre notre envoyé spécial Khaireddine Batash. Comme vous le savez, demain, le corps électoral turc va se rendre aux urnes pour choisir son nouveau président. Un scrutin crucial et nous allons tenter de comprendre à la lumière de ce scrutin les enjeux pour l'Afrique. Bonsoir Khaireddine. Bonsoir Tinhinan. Depuis une vingtaine d'années, l'Afrique est devenue un partenaire incontournable de la Turquie, diplomatie culturelle, économique et même sécuritaire. Est-ce que l'Afrique est présente à J-1 de ce grand rendez-vous électoral ? Eh bien malheureusement, Tinhinan, ici à Istanbul où je me trouve, l'Afrique et le dossier africain sont les grands absents du débat électoral entre les principaux candidats aux élections présidentielles et législatives, et ce, quelques heures justement du début de ce scrutin, malgré une présence affichée durant les dernières années, comme vous venez de le préciser, de la Turquie en Afrique sur de nombreux dossiers, notamment géopolitiques et en économie. Rappelons qu'il y a quelques mois seulement, la Turquie de Tayyip Recep Erdogan, candidat lui-même aux élections, avait annoncé un nouvel investissement de 50 milliards de dollars en Afrique, mais d'autres dossiers de politique intérieure ont pris le pas sur le dossier africain et des nombreux engagements de la Turquie en Afrique, si ce n'est un seul dossier qui a été pris à bras-le-corps par l'opposition et la coalition de l'opposition représentée par Kemal Kılıçdaroğlu, candidat aux élections présidentielles et principal adversaire justement de Recep Tayyip Erdogan. Eh bien, c'est celui de la redéfinition de la politique étrangère et la politique extérieure de la Turquie avec les pays musulmans et donc les pays du nord de l'Afrique, qui ce à quelques années, justement, à quelques jours de l'atteinte par la Turquie de ce qui est appelé ici le centenaire de l'État turc. Est-ce que, justement, à la lumière de ce que vous dites, des bouleversements de cette relation sont à envisager à la suite de cette présidentielle ? Eh bien, cela peut peut-être se ressentir dans les programmes des différents candidats, mais tout reste à connaître après le résultat de ce scrutin. Comme je vous le disais, Kemal Kılıçdaroğlu s'est engagé à donc remettre le curseur sur d'autres dossiers avec les voisins, notamment les pays musulmans, et selon lui et selon ses partisans, améliorer la relation de la Turquie avec un certain nombre de pays nord-africains musulmans, une relation qui selon eux toujours c'est un peu donc qui a plutôt perdu en efficacité depuis que Recep Tayyip Erdogan a engagé la Turquie sur un certain nombre de dossiers géopolitiques, notamment en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien. Très bien, merci Khaireddine. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial en Turquie. Vous étiez en duplex avec nous depuis Istanbul. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.